Bien, bonsoir. Merci d'être venu. Alors, pas très nombreux, parce que l'invitation de Gilles Van der Potten s'est faite un petit peu à la dernière minute. En tout cas, on est ravis que vous soyez là. Et puis, on est surtout ravis d'accueillir Gilles Van der Potten, qui est désormais une fierté de l'école, puisqu'il est très actif dans la thématique qui s'est choisie. Et alors Gilles, donc vous êtes fraîchement diplômé, c'est-à-dire 2009, c'est-à-dire pratiquement hier. Vous avez mené et vous menez des actions nombreuses en faveur du développement durable. J'ai noté un peu rapidement sans doute la participation au Festival de cinéma IDOS, un tour de France du développement durable, avec à la clé un livre avec, excusez du peu, une postface d'Edgar Morin. Et actuellement, vous occupez les fonctions de chargé du développement durable et des missions institutionnelles au Crédit Mutuel et à Coopérative Europe, une organisation dont vous nous préciserez les contours. Et puis surtout, donc, vous venez de publier ce fameux livre d'entretien avec le désormais célébrissime, lui, pour le coup, Stéphane Hessel, et donc intitulé « Engagez-vous », qui est donc la deuxième imprécation après Indignez-vous. Et il faut noter, ça je l'ai appris en regardant l'émission avec Frédéric Tadei ce soir ou jamais, il faut noter que l'écriture d'Engagez-vous précède celle d'Indignez-vous, et il n'y a donc pas d'effet d'aubaine, on ne peut pas taxer Gilles de ça. On peut tout au plus reconnaître que peut-être que le succès du premier, enfin en tout cas celui qui a été publié en premier, a favorisé la publication du second. Alors le livre pour revenir un petit peu en arrière, le livre de Stéphane Hessel, c'est un livre qui a le premier, donc Indignez-vous, c'est un livre que tout le monde connaît. Il a eu un succès phénoménal en librairie, presque 2 millions d'exemplaires, si mes informations sont exactes. Et c'est un livre qui a beaucoup de mérite. Il a beaucoup de mérite. Le premier d'entre eux, c'est peut-être de favoriser une mise en abîme du temps présent. On le sait, la profusion d'informations nous accapare, et on a parfois du mal à regarder un petit peu en arrière. C'est un grand mérite de ce livre, qui offre une perspective qui part de la Seconde Guerre mondiale, avec alors l'engagement de Stéphane Hessel, évidemment c'est celui de la résistance, et il rappelle à notre attention ce qu'était le contenu du programme du Conseil national de la résistance, c'est-à-dire une vision qui était une vision économique qui était éminemment sociale, je dirais voire humaniste, avec un programme de nationalisation de tous les services collectifs, alors transport, énergie, banque, l'introduction du salaire minimum, et également l'introduction du système de retraite par répartition. Alors voilà, on pourrait se dire que l'engagement est limité finalement aux grandes causes. Pas du tout. Stéphane Hessel nous rappelle que l'engagement n'est pas réservé à des causes fortes, mais que la première démarche de l'engagement, c'est peut-être de lutter contre notre propre indifférence. Deuxième grand intérêt du livre de Stéphane Hessel, c'est donc de s'indigner. Et alors, devant quoi s'indigne principalement Stéphane Hessel ? Tout d'abord, devant la montée des inégalités. Montée des inégalités qui elle-même est bien chiffrée par les économistes, notamment par Daniel Cohen. Et cette indignation, il la résume en disant, je le cite, « Le scandale majeur est économique, celui des inégalités sociales, de la juxtaposition de l'extrême richesse et de l'extrême pauvreté sur une planète interconnectée. » À côté de cette indignation en faveur des inégalités sociales, Stéphane Hessel ajoute une autre indignation qui est celle de la non prise en compte, ou en tout cas de l'insuffisance de prise en compte des questions écologiques. Voilà, et enfin, Stéphane Hessel prône un enrichissement plus qualitatif que quantitatif, c'est-à-dire un enrichissement qui lui intègre des éléments comme les questions sociales, l'éducation et des questions éthiques. Et il propose finalement rien moins qu'un changement de logique, c'est-à-dire de passer d'une logique de développement économique, de pays en développement, à une logique d'évolution des pays qui intègre les dimensions qu'on vient de citer. L'ouvrage donc de Stéphane Hessel, Indignez-vous, a beaucoup de mérite, de grands mérites, mais le ton du livre est quand même imprégné d'un volontarisme qu'il était utile de dépasser. Et c'est là que vous intervenez, Gilles.
C'est-à-dire que vous pointez dans l'ouvrage, à un moment donné, donc vous avez cet échange avec lui, vous lui posez des questions, et à un moment donné, vous faites ce constat, vous dites on retrouve chez vous cette croyance fondamentale en le progrès humain. Que d'ailleurs, Stéphane Hessel reconnaît bien volontiers lui-même. Il revendique finalement cette nature optimiste. Et là, vos échanges permettent d'identifier certaines difficultés difficiles à lever. Sur la question écologique, comment passer du constat aux mesures ? On voit bien que les organisations internationales, liste non exhaustive, mais on peut comme ça évoquer le G20, le sommet de Copenhague, assez récent, et puis plus domestique, le Grenelle de l'environnement. On voit bien que ces organisations internationales sont prises à défaut, c'est-à-dire qu'elles ne se mettent rarement d'accord sur des mesures, mais davantage sur des calendriers. C'est-à-dire qu'on est plutôt sur les intentions. Enfin, Gilles, pour finir, nous aimerions vous entendre sur des questions qui sont plus liées à votre engagement personnel et à votre passage à l'école. Une école qui forme à la gestion des organisations, précisément. En quoi l'école doit-elle évoluer pour mieux correspondre à sa ligne directrice, celle de donner du sens au management ? Ou, dit autrement, comment les diplômés peuvent-ils résoudre la contradiction qui parfois peut exister entre des missions professionnelles et des convictions personnelles ? Nous allons donc vous entendre développer vos idées, et puis ensuite, vous serez questionné, alors tout d'abord par les étudiants d'Isegoria, donc une association que vous connaissez bien, puisque Gilles était un membre actif de l'association quand il était à l'école, et donc vous serez questionné par Héloïse, par Lucie et par Arnaud, et puis ensuite, on aura un temps d'échange avec la salle. C'est à vous. Merci Laurent pour cette introduction. Alors, je vais revenir sur un certain nombre de points que vous avez évoqués. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre invitation parce que je suis très heureux d'être ici ce soir. Non seulement parce que c'est un plaisir d'intervenir à Audencia, mais parce que j'étais il y a à peine 2 ans sur les bancs de l'école. Donc ça fait toujours quelque chose de venir ici. Et puis Audencia n'est pas étrangère à mon engagement professionnel bien sûr, mais aussi associatif, engagement dans le développement durable, que j'ai appris ici, et engagement aujourd'hui avec ce petit livre. Et j'attendais un prétexte pour revenir à Audencia, et le voici tout trouvé, donc merci à Florence Le Savre notamment, qui m'a proposé de venir ici aujourd'hui, à André Sobzak, à Andrew Taylor, Axel Chevy, ainsi qu'à toute l'administration et les professeurs. Grâce, quelque part, je suis là aujourd'hui un peu grâce à eux. Et bien sûr aux étudiants de l'association Isegoria, et puis à vous tous. Alors, vous reconnaissez Stéphane Hessel ici. Donc Stéphane Hessel qui marque nos débats et nos esprits depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avec Indignez-vous, comme vous le disiez. Il en est là, à l'heure où on parle, à 2 millions. Il vient de dépasser le 2 millionième exemplaire vendu en librairie. Et ce plébiscite, il présente à la fois, il génère des sentiments d'admiration et puis parfois des procès d'intention. Mais aussi et surtout, je pense, un enthousiasme et un questionnement sur le monde d'aujourd'hui et sur les motifs qui peuvent nous pousser à nous indigner. Alors, si vous voulez bien, on peut revenir un moment sur ce qui peut aujourd'hui nous inciter à nous indigner. Il y a la crise économique, d'une part. La croissance économique n'est pas au rendez-vous. Et même quand elle est au rendez-vous, même quand elle est là, on peut s'interroger. On observe qu'elle n'est pas toujours redistribuée comme on pourrait le souhaiter. D'autre part, le modèle économique, le modèle industriel et le modèle financier s'essoufflent un peu. Je suis volontairement le provocateur, hein, mais c'est l'enceinte qui s'y prête. On peut s'indigner du fait que l'économie n'est pas régulée, que la sphère financière
prend les devants sur l'économie réelle, etc., sur le financement des PME, de l'économie réelle, sur les dégâts collatéraux qu'elle engendre à la société également. La crise sociale, comme vous disiez, celle des inégalités, de l'explosion des inégalités, de l'accroissement des écarts de revenus, par exemple. Au début du siècle, Ford préconisait des écarts de 1 à 20. Aujourd'hui, on est de 1 à 300, de 1 à 250, 1 à 300, selon les différentes études. Donc, c'est aussi un motif d'indignation. La crise écologique, également. Il y a une crise écologique globale qui résulte, pour faire bref, de la surexploitation des ressources de la planète depuis la révolution industrielle. Et puis aussi une crise éthique, quelque part, liée à une crise de la finance, à une crise de la démesure, à aussi peut-être un intérêt général, un intérêt collectif qui passe après certains intérêts particuliers. Bref, on se trouve face à ce qu'Edgar Morin appelle une polycrise, une crise de civilisation qui nous oblige à repenser nos schémas et nos modes de développement et à essayer de trouver une nouvelle voie. Alors qu'est-ce qu'on fait face à cela, face à ce navire poussé par un vent de tempête? On se sensibilise, on parle beaucoup de développement durable. Aujourd'hui, 90% des entreprises du CAC 40 ont une direction du développement durable. Le problème, et là je suis provocateur encore une fois, c'est que le développement durable ne fonctionne pas parce que on continue, l'exploitation et l'extraction des ressources continuent à augmenter parallèlement à la croissance. Donc il n'y a pas de découplage réel observé entre la croissance et l'exploitation des ressources naturelles. Donc à qui la faute? On peut s'interroger sans chercher de bouc émissaire. On peut chercher à comprendre d'où vient le problème. Alors la responsabilité, elle peut venir en partie des entreprises qui toutefois font des efforts. Il y a de l'éco-conception, il y a des processus internes qui sont revus, qui sont transformés. Il y a aussi beaucoup de communication autour du développement durable. Donc on a changé quelque part les façons de faire, mais on peut craindre que les choses n'aient changé qu'à la marge et que finalement le business en soi, en lui-même, n'a pas beaucoup évolué. Et si le business n'évolue pas, le risque c'est que rien véritablement n'évolue. Mais la responsabilité n'est pas le seul fait des entreprises, elle incombe aussi aux dirigeants politiques. Et parfois, on peut se sentir un peu déconcerté, je pense au Grenelle de l'environnement notamment. On peut se sentir déconcerté, déçu par les mesures concrètes qui s'ensuivent. Mais ce serait injuste aussi de faire reposer la responsabilité sur les entreprises et sur les superstructures. Il y a aussi la responsabilité du citoyen, de nous tous individuellement. Et on doit reconnaître qu'on n'est pas toujours prêt à faire les efforts qui pourraient s'avérer nécessaires. Voilà, donc par conformisme, par crainte de perdre un peu de confort peut-être, on peut être excédé d'entendre parler de développement durable en permanence, sans savoir véritablement si quelque chose change ou si au fond c'est que de la communication. Donc, c'est un tableau un peu sombre que je vous dépeins là. Alors que faire face à ça? Certains disent il n'y a pas d'alternative, comme Margaret Thatcher le disait il y a quelques années. D'autres disent tant que la Chine ou l'Inde ne s'y mettront pas, ça ne sert à rien qu'on bouge parce que notre impact sera à la marge. Et alors doit-on se résigner pour autant et éviter toute remise en question? Alors je vais vous montrer une petite vidéo, si vous voulez bien, qui montre bien cette tentation de sombrer dans le fatalisme
et à contrario, la formidable opportunité qui s'offre à nous aujourd'hui. Donc voilà, on peut se dire qu'au contraire, plutôt que sombrer dans le fatalisme, eh bien, il y a des solutions et il y a une opportunité dans la crise, et surtout qu'on a la capacité d'influer, de faire des choix et d'affirmer ces choix. Et affirmer ces choix, qu'est-ce que c'est sinon s'engager? Et donc on retrouve là Stéphane Hessel. Voilà, on retrouve là Stéphane Hessel qui nous dit engagez-vous. Ne sombrez pas dans le fatalisme, engagez-vous, assumez votre ouverture au monde et dites contre le déterminisme historique que quelque chose est possible, qu'on peut inventer autre chose. Donc dans la vidéo, on avait l'exemple de l'économie sociale et solidaire, qui représente 10% de l'économie en France aujourd'hui. Et donc le « engagez-vous » de Stéphane Hessel, c'est le contraire de la résignation, et c'est d'une certaine manière une incitation à l'optimisme et à l'action. Donc ce que nous dit Stéphane Hessel dans ses ouvrages, c'est trouver à chacun d'entre nous de trouver ses propres motifs d'indignation et par réaction de s'engager. Alors de trouver chacun notre propre engagement. Donc on peut le trouver dans l'associatif, à Audencia notamment, on a plein d'opportunités pour s'engager. Je crois qu'il y a 25% de jeunes de moins de 25 ans qui sont engagés en France dans l'associatif. Donc on peut se dire que c'est important, mais ça laisse aussi pas mal de marge de manœuvre. Donc pourquoi pas l'associatif? L'entreprise et l'économie aussi. Si on considère que l'économie ne tourne pas rond, que la finance ne tourne pas rond, on peut aussi souhaiter changer de paradigme économique. Et changer de paradigme économique, ça peut signifier évoluer d'abord dans son propre comportement en rompant avec une certaine vision du consommer plus, c'est mieux, consommer davantage nous rend plus heureux. Ça peut être une réforme de l'existant des entreprises, des grandes entreprises, et il y a un certain nombre d'entreprises qui arrivent à se réformer, à inventer de nouveaux modèles. Je pense à des entreprises comme Interface, qui est un fabricant de moquettes, peut-être celle-ci d'ailleurs, et qui a changé complètement son business model, d'abord en revoyant ses processus de production, en économisant des ressources, en produisant plus avec moins de ressources, et puis aussi en changeant de modèle, en passant de la vente d'un produit à la location d'un produit. C'est-à-dire que cette entreprise, maintenant, étend sa responsabilité à l'ensemble du cycle de vie du produit. Elle ne se dit pas, une fois que j'ai vendu mon produit, c'est fini. Elle se dit au contraire, ma responsabilité, c'est de voir après la vente ce que devient le produit et comment le recycler et comment valoriser les déchets, etc. Donc il y a beaucoup de tentatives et des succès de passer d'une économie linéaire qui produit des déchets à une économie circulaire dans laquelle les déchets des uns sont les ressources des autres. Donc ça peut être ça, réformer l'existant. Et puis à côté de la réforme, il y a l'invention, il y a la créativité. Et alors c'est ce dont j'ai pris conscience en faisant ce tour de France avec 2 camarades d'Audencia, c'est de la richesse des solutions alternatives qui existent partout en France et dans le monde.
que ce soit dans l'économie sociale et solidaire, dans l'agriculture bio, dans l'invention de nouveaux modèles de villes durables, des villes en transition, la formidable opportunité aussi qui existe et qui réside dans la relocalisation des activités. Donc voilà, un certain nombre de solutions qui existent, qui demandent qu'une chose, c'est être connue et développée. Donc voilà, il y a tout un tas de solutions. Et qui mieux que nous, étudiants en école de commerce et Codensia en tant qu'école de commerce, et ses professeurs et toutes ses équipes, pour accélérer ce mouvement. Donc voilà, la question est ouverte. Je vous remercie. Voilà, ma présentation est finie. Merci Gilles pour cette présentation. Donc on va laisser la parole à Arnaud qui va commencer par vous interroger. Alors bonsoir Gilles, et donc je rejoins Laurent Noël pour vous remercier d'être ici ce soir à Audencia. Et j'aimerais revenir sur d'abord le livre que vous avez écrit Engagez-vous avec Stéphane Hessel. Donc Stéphane Hessel, 94 ans, 93 ans, pardon, Gilles Van der Putten, 25 ans. Comment avez-vous été amené à rencontrer Stéphane Hessel et à écrire cette conversation que vous avez eue avec lui ? Alors au départ, en amont de cette rencontre, il y a un projet qui me trottait dans la tête depuis pas mal de mois, qui était de réaliser des entretiens intergénérationnels, donc un jeune qui interroge des personnes d'expérience sur les grands enjeux du monde contemporain. Donc on les a énumérés, l'écologie, la finance, le développement durable, etc. Et l'objectif était de dire, en cette période de crise et de recherche de repères, on est un peu déconcerté, etc. Peut-être que le dialogue avec les personnes plus âgées peut nous être utile pour trouver des solutions. Même si, comme dit Stéphane Hessel, heureusement, la domination des vieux sur les jeunes, on y a mis fin en 68. Il y a quand même des choses à apprendre et des échanges fructueux qui sont possibles. Et l'idée de faire cette série d'entretiens, d'abord avec Stéphane Hessel, est venue un peu par hasard. Je l'ai vu à la télévision, où il parlait de son engagement, il parlait des dissidents. C'était à l'époque où on protégeait, Stéphane Hessel était engagé dans la protection des enfants sans papier. Et donc je l'ai vu à la télé parler de ses engagements, et je me suis dit ce serait super que ce soit lui qui accepte d'inaugurer cette série. Et donc je l'ai contacté plusieurs mois après, parce que entre-temps je me suis documenté sur lui, sur sa vie, sur son parcours. J'attendais le moment d'être vraiment prêt pour l'aborder. Et je l'ai contacté en septembre 2009 par courrier. Et puis 3 jours plus tard, j'avais un appel téléphonique de sa part où il me disait que le projet l'intéressait et qu'il était partant pour se prêter au jeu de mes questions. Et comment ça s'est déroulé ensuite, l'entretien avec lui ? Alors ça s'est déroulé, on s'est vu une première fois en septembre 2009. On a discuté pendant... alors il m'avait accordé 1 heure au départ, et puis on est resté 4 heures à discuter. 4 heures d'un seul trait. Donc moi j'étais là à l'écouter, lui m'écoutait, posait mes questions. Et c'est quelqu'un qui a l'avantage de vous mettre tout de suite à l'aise, qui est très affable, très sympathique. Donc ça a été relativement simple, même si j'étais impressionné au départ. C'était tout de suite l'empathie s'est installée. D'accord. Alors justement, dans le message de Stéphane Hessel, dans son livre « Indignez-vous », c'est avant tout l'indignation, qui est ensuite reprise dans « Engagez-vous ». Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile pour les jeunes de s'indigner, qu'on ne croit plus au changement par rapport peut-être à mai 68. Vous évoquiez cette époque. Alors, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux jeunes pour les remobiliser ? Est-ce que je pourrais me dire à moi-même ? Parce que je ne suis pas encore tout à fait vieux. Je dirais aux jeunes,
engagez-vous dans l'associatif parce que dans l'associatif, on a de formidables opportunités de changer les choses dans la vie sociale, dans des combats comme l'écologie. Il y a plein de choses à faire. Il y a un militantisme est possible pour essayer de faire évoluer les choses. Puis je leur dirais aussi, à côté, enfin ça c'est l'à côté, l'associatif, ou c'est la vie personnelle, mais qu'il est possible aussi peut-être de remettre en question les structures, les entreprises dans lesquelles on travaille, même si ce n'est pas toujours évident. On peut aussi choisir son job, son entreprise, sur des critères de valeur si ça nous préoccupe. Moi je dirais à chacun, comme dit Stéphane Hessel, à chacun de trouver ses propres motifs d'indignation. On n'est pas obligé d'être indigné par les inégalités ou par la crise écologique, hein, à chacun de trouver sa propre voie. Mais je pense que c'est important de s'engager au-delà de la routine, du job. C'est peut-être bien de s'engager dans les associations, dans son boulot. Voilà, mais à chacun de trouver sa voie. D'accord. Alors justement, à chacun de trouver sa voie, vous dites qu'on peut s'engager et s'indigner d'abord de différentes choses, mais on se dit qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent nous indigner aujourd'hui. Est-ce que justement ce trop grand nombre de causes qui peuvent nous indigner ne se neutralisent pas entre elles? On ne sait plus contre quoi s'indigner parce qu'il y a trop de choses contre lesquelles on pourrait s'indigner. C'est vrai que ça peut être un peu déconcertant de voir toutes ces crises, parce qu'on nous rabâche à longueur de journée que le monde va mal, etc. Je pense que c'est important de regarder les solutions aussi, parce que c'est vrai que le message de la crise multiple est un peu anxiogène pour la jeunesse. Je sais pas, c'est de se dire, mon objectif c'est pas de me préoccuper de l'avenir, mais c'est d'essayer de le construire, peut-être autrement. Je pense qu'avoir une vision positive des choses plutôt que fataliste, c'est déjà un premier élément. Après, choisir sa cause, moi c'était l'environnement au départ auquel j'étais le plus sensible. Je me suis aperçu en étudiant un peu plus la question du développement durable, de la responsabilité globale, que les questions environnementales n'étaient pas dissociables des questions sociales, inégalités, économiques, etc. Donc on peut prendre par un bout le problème ou un des problèmes et puis se rendre compte que tout est lié, que tout est complexe, qu'il y a une interaction entre tout ça. Mais bon, on ne peut pas s'engager dans tout non plus, hein. Donc, vous dites qu'il faut avoir une vision positive des choses. Et vous parliez dans un article qui était paru dans l'Alternative économique d'opti-pessimisme à propos des jeunes générations. C'est ça? Qu'est-ce que c'est l'opti-pessimisme? Alors ça, je l'ai piqué à Edgar Morin, qui inaugurera le second volet de la série. Et l'opti-pessimisme chez Edgar Morin, qu'on peut appeler aussi opti-réalisme, c'est le fait de se dire je dois être réaliste quant à l'ampleur des enjeux que je dois affronter, de ces crises multiples, mais je dois aussi être optimiste et me dire qu'il y a des solutions à mettre en œuvre et que c'est à moi d'agir aussi. Et donc on retrouve toujours cette tentation du fatalisme en voyant la réalité, et puis la tentation de l'engagement aussi, et donc de l'optimisme. D'accord. Alors, ce sera la dernière question. Une fois qu'on est indigné, il ne paraît pas forcément évident de passer à l'engagement. Alors, comment on passe de l'indignation à l'engagement? Par exemple, dans votre cas. L'engagement, quelque part, c'est l'indignation en action. Donc c'est parce que j'observe le monde, je vois quelque chose qui ne me convient pas, contre lequel j'aimerais lutter, donc je m'indigne contre cette chose-là, que ça me donne l'occasion de réfléchir à une action et donc de m'engager. Enfin, je verrai les choses dans ce sens-là. Après, personnellement, on n'est pas obligé de passer par le cap de l'indignation, forcément. Moi, les questions environnementales, écologiques, c'était plutôt un intérêt fort pour l'environnement,
pour l'agriculture, pour le bio, etc. Donc c'était plutôt une vision positive a priori. C'était pas une réaction à une situation qui aurait pu m'indigner. C'était plutôt un intérêt pour les questions environnementales, pour me documenter. Et puis je me suis aperçu par ce biais-là, en discutant avec des scientifiques, des explorateurs, en créant avec une équipe d'Audencia ce festival dont on parlait tout à l'heure, le festival Eidos, qui existe toujours, qui est repris chaque année par une nouvelle équipe. C'était avant tout le plaisir de s'engager, d'abord de se sensibiliser sur cette thématique. Et il se trouve que ça a mené un engagement par la suite, mais c'était avant tout une volonté de découvrir, de s'ouvrir à des thématiques qui n'étaient pas forcément évidentes au départ. Merci Arnaud. On va passer à Héloïse. Je crois que je vais vous interroger finalement un peu sur l'argumentation qui est développée par Stéphane Hessel, notamment les parallèles qu'il peut faire entre l'engagement d'aujourd'hui et l'engagement que lui-même a vécu, et puis qui va vous questionner aussi plus précisément sur votre engagement personnel et professionnel. Voilà, en fait, on va surtout orienter cette partie de la conférence sur le fait que peut-être qu'il est plus difficile aujourd'hui, dans un monde beaucoup plus complexe qu'il y a 50 ans, de vraiment comprendre et voir les raisons de s'indigner et de s'engager. Donc notamment, je reprends les mots de Stéphane Hessel qui disait que s'engager dans l'écologie aujourd'hui est quelque chose d'aussi évident que pouvait être le fait de s'engager dans la résistance à l'époque de l'antisémitisme. Donc ce lien pourtant ne paraît pas si évident aux yeux des gens aujourd'hui. Donc partagez-vous le point de vue de Stéphane Hessel, et si oui, comment expliquez-vous justement peut-être ce manque d'engouement de la jeunesse, une certaine désespérance, comme le dit Stéphane Hessel, de la jeunesse qui ne croit plus vraiment au changement? Alors le parallèle que fait Stéphane Hessel entre la résistance et aujourd'hui la cause écologique, bon, c'est lié à son expérience bien sûr de la guerre, des camps de concentration. Donc c'est un parallèle, oui, c'est lié à son parcours. Ensuite, comme il dit en réponse à mes questions, il dit hier c'était plus évident de faire sauter un train pendant la guerre, pendant la résistance, qu'aujourd'hui de s'engager dans ces causes qui peuvent paraître un peu abstraites. Alors lui dit justement que l'écologie, la cause écologique lui est venue assez tardivement. C'est en discutant avec des scientifiques, avec des spécialistes des négawatts, c'est-à-dire de l'énergie, éviter de consommer de l'énergie et améliorer l'efficacité énergétique. C'est en dialoguant qu'il s'est intéressé à cette thématique. Et pour lui, avant tout, ce qui primait comme cause, c'était le respect et la défense des droits de l'homme, donc toujours en liaison avec son parcours, puisqu'il a été diplomate, il a contribué à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme après-guerre. L'écologie lui est venue plus tardivement, et il le considère comme le deuxième plus grand défi après celui du respect des droits de l'homme. Alors est-ce que c'est difficile pour nous aujourd'hui? Je pense qu'on est quand même largement conscient des problèmes écologiques ou sociaux ou que pose le système économique de la manière dont il fonctionne en ce moment et dont on peut l'observer avec la crise. Je pense que les constats sont largement partagés. Après, oui, l'engagement, c'est l'étape supérieure. Et c'est vrai qu'on a tendance à dire, enfin, c'est pas mon analyse, mais que la jeunesse est assez apathique par rapport à la résistance ou par rapport à mai 68. On est peut-être dans un confort qui fait qu'on a peur de s'engager, on a peur de contredire aussi, parce que je sais pas, je prends ma propre expérience de recherche d'emploi. C'était pas toujours évident de trouver un emploi. Et si on ajoute à ça le fait que certaines entreprises m'ont dit vous ne trouvez pas un peu trop engagé pour ce poste, dans le développement durable, hein, pourtant. Oui. Parce que si on fait un calcul coût-avantage et si on se dit ça risque de me retomber dessus, mais bon, je pense que c'est marginal comme attitude. Mais
On retrouve la question qui était posée tout à l'heure sur la manière dont on peut gérer les missions professionnelles et puis les aspirations personnelles. Alors, là, ce que vous nous décrivez, c'est effectivement ça. C'est à un moment donné une forme de schizophrénie entre le Gilles Van der Potten qui est candidat à un poste et le Gilles Van der Potten qui est lui-même ou citoyen. Oui. Et c'est vrai que ensuite, ça c'est un exemple. J'avais postulé à la mairie de Neuilly, qui crée un poste développement durable et qui m'a trouvé trop engagé. Donc, pourtant, à Neuilly, on a l'habitude des engagements, non? Oui, bah oui. Peut-être pas ceux-là, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas vrai, c'est pas une généralité. Hein, parce que il y en a d'autres, au contraire, pour qui c'est un argument, pour qui justement l'engagement, le fait d'être engagé au-delà de son boulot, au-delà et de contester aussi parfois, c'est une preuve de dynamisme, d'enthousiasme. Et non, il y a des entreprises qui aiment bien être challengées aussi. Donc, non, ne restez pas sur cette anecdote qui peut être un peu... Et justement, donc, comme vous le montrez, il n'est pas facile aujourd'hui, dans un système qui est quand même assez, on va dire, qui a du mal à bouger, qui est très complexe, de trouver aussi la bonne forme d'engagement, finalement. Donc déjà, est-ce que vous croyez finalement au changement dans le système, donc au changement progressif, ou est-ce que vous êtes plutôt partisan d'un changement plus radical? Donc apparemment, vous êtes trop engagé pour certaines institutions. Donc c'est vrai que Stéphane Hessel parle d'un changement dans la non-violence, mais est-ce qu'il ne faudrait pas être plus radical finalement pour que les choses bougent plus vite? Qu'en pensez-vous? Alors personnellement, je ne suis pas très radical finalement, puisque je travaille dans la banque coopérative. Donc c'est là où est peut-être la différence. Mais est-ce qu'il faut être plus radical? Je pense qu'il faut pousser, il faut contribuer à ce que des modèles alternatifs émergent ou se développent, comme l'économie sociale, comme les coopératives, qui aujourd'hui suscitent un regain d'intérêt face à la crise, justement. On recherche des nouveaux modèles d'entreprise. Il y a les entreprises sociales qui, là c'est en plein boom, elles commencent à se structurer, à intéresser les pouvoirs publics, donc il y a des accompagnements, des subventions derrière, donc il y a tout un système qui se met en place progressivement, donc ça c'est très encourageant. Alors est-ce qu'il faut être plus radical pour la révolution? Stéphane Hessel dit le genre germinal c'est un peu dépassé aujourd'hui. Ceci dit, il n'est pas exclu qu'il y ait des révoltes. Justement, j'avais vu un sondage de l'Humanité qui disait que 59% des Français et 64% des jeunes s'attendaient à ce qu'il y ait une révolte, enfin souhaiteraient qu'il y ait une révolte, et il y en avait seulement 45% qui disaient que cette révolte pouvait avoir lieu, ce qui est déjà énorme. Mais donc il y a matière à comment dire, on peut être excédé, et donc l'excès, ça peut nous amener à la révolte quelque part. Mais pour le moment, je pense pas même s'il y a un sentiment d'exaspération aujourd'hui dans la société, y compris en France, même si on n'est pas, il est peu probable que des révoltes se produisent comme elles se produisent au Moyen-Orient ou dans les pays arabes actuellement, parce que la situation n'est pas la même. Mais il y a quand même peut-être en fond ce sentiment d'injustice, de crise qui peut alimenter la rébellion. Après, je ne suis pas prospectiviste. Il y a des précédents historiques quand même. Dans les années 70, quand la croissance économique s'est fortement ralentie, on a connu des crises pétrolières, etc., de l'inflation, il y a eu des mouvements d'extrême gauche extrêmement violents. Enfin, je pense à l'Allemagne, notamment à la bande Bader, je pense aussi au mouvement italien. Donc, est-ce que vous pensez que ce genre de mouvement pourrait ressurgir? En Italie, peut-être, oui. C'est vrai que les choses s'y prêtent, peuvent s'y prêter. Non, c'est vrai que en France aujourd'hui, on n'a pas l'impression que, même si les sondages montrent que une révolte pourrait, enfin dans l'esprit des Français, pourrait être possible, pourrait se réaliser, on a l'impression qu'on est quand même un peu apathique, un peu conformiste. C'est pas que j'appelle à la rébellion, mais
Je pense, contrairement, la situation n'est pas la même qu'en Tunisie ou qu'en Égypte. Du coup, il n'y a peut-être pas cet élément déclencheur qui fait qu'on pourrait passer à l'action. Et que pensez-vous, justement pour faire le parallèle avec les pays arabes et les révoltes qui ont lieu en ce moment, que pensez-vous des moyens modernes finalement, comme par exemple les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tout ce qui est nouvelles technologies? Est-ce que justement ce ne sont pas, est-ce que pour vous ce sont des moyens qui pourraient contribuer justement à une révolte aujourd'hui, ou est-ce que vous pensez que pas spécialement? Enfin, qu'en pensez-vous? Je pense que ça a été efficace. Enfin, les réseaux sociaux ont été efficaces, notamment en Iran, peut-être en Tunisie aussi. Donc oui, c'est positif dans ce sens-là. Ensuite, est-ce que ça peut être un élément déclencheur chez nous ici? Bon, on a vu les apéros Facebook, mais bon, derrière les apéros Facebook, c'était plutôt l'aspect convivial, qui primait d'abord. Est-ce qu'on peut organiser des révolutions grâce à Facebook? Je ne sais pas. Mais ce qui est intéressant dans l'exemple tunisien, c'est de voir que ils avaient des raisons de s'indigner et de se rebeller, et que leur révolution s'est faite en douceur. On les voyait nettoyer après la révolution, nettoyer la Grand Place à Tunis. Donc ça laissait penser que la révolte pouvait se faire en douceur. Donc c'était plutôt exemplaire, et je pense exemplaire pour nous aussi. Parce que est-ce qu'on aurait pu faire de même et dans ce climat de relatif calme? Je ne sais pas. Donc, mais les pays arabes ont peut-être à nous enseigner des choses en la matière. Pour revenir sur Internet, il se passe beaucoup de choses. Sur Internet, il se dit beaucoup de choses. Est-ce que ça peut être un engagement suffisant de passer par Internet? Pour dire, c'est la première étape, et après, il faut passer à l'action. Donc, on peut. Internet, c'est vrai que c'est assez formidable, parce que moi, c'est là que j'ai trouvé matière à réflexion et à documentation. Donc, ça contribue dans ce sens-là à la sensibilisation, à l'échange aussi. Après, au-delà de ça, on ne peut pas rester dans sa bulle virtuelle, je pense. Et à un moment donné, il faut aller sur le terrain. Comme je disais tout à l'heure, nous, on avait créé ce festival du film avec des étudiants d'Audencia. On était contents, mais on était un peu frustrés aussi. Ce qu'on voulait, c'était aller sur le terrain pour voir la réalité de ce qu'on pouvait appeler développement durable. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière? Comment ça se passe concrètement? Qui sont ces gens qui mettent en œuvre ces alternatives économiques, sociales, etc. Je pense que la question du terrain est cruciale dans l'engagement. Justement, on voit fleurir beaucoup d'initiatives locales finalement en réponse à ces problèmes globaux qui se posent à nous. Mais on peut se poser la question de l'efficacité de ces initiatives. Et c'est vrai qu'il y a une certaine lassitude auprès des jeunes qui voient presque un effet de mode. Par exemple, on voit fleurir les missions humanitaires. On se pose souvent la question finalement, est-ce que c'est vraiment efficace et est-ce que c'est la meilleure forme d'engagement pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui? Déjà, d'un point de vue personnel, si c'est enthousiasmant, c'est déjà ça. Et puis, je ne pense pas que ça puisse faire de mal. Alors ensuite, est-ce que les alternatives, comme l'économie sociale, peuvent se développer? En ce moment, elles ont l'air d'être sur une pente assez favorable. Après, de là à dire qu'elles vont remplacer un modèle ancien et qu'elles vont bouleverser le modèle de l'entreprise capitaliste par action, je pense pas. Puis il faut peut-être pas faire table rase d'un modèle pour essayer d'en inventer un autre. On sait par expérience que ça marche pas toujours très bien. Non, je pense que les deux modèles, les deux visions peuvent coexister. Mais c'est vrai que peut-être par le passé, on n'a peut-être pas aidé l'économie sociale à se développer ou l'agriculture bio. Il y a la question des subventions qui se pose souvent. On subventionne beaucoup l'agriculture chimique, les pesticides. En revanche, la bio, jusqu'à maintenant, on ne la subventionnait pas beaucoup. Donc il y a des freins de ce type-là qui sont en train d'être remis en question. Donc ça, c'est plutôt positif. On voit que plein d'alternatives dans tous les domaines émergent ou se développent. Donc
justement, on pourrait se poser la question d'une éventuelle unification de toutes ces initiatives, parce qu'on a d'un côté l'économie sociale qui fonctionne à côté de l'économie classique, qui celle-là ne semble pas beaucoup évoluer. Donc est-ce suffisant? Est-ce que ça va vraiment être efficace si l'économie classique continue à fonctionner de la même façon? Et la question aussi forcément des États, est-ce que les États finalement évoluent? Donc comment finalement coordonner et unifier pour aller vers un effort collectif et plus des initiatives locales? Ça, c'est c'est une très bonne question. Non pas que les autres étaient moins bonnes, mais celle-là particulièrement, puisqu'on voit bien à l'issue du Grenelle de l'environnement, je parle sous votre contrôle, hein, moi je ne suis pas spécialiste du sujet, mais on voit bien qu'à l'issue du Grenelle de l'environnement, il y avait beaucoup d'intentions, beaucoup d'intentions, et puis finalement il y a eu un arbitrage qui s'est opéré tout simplement au Conseil des ministres, où la volonté du secrétariat d'État au développement durable, les volontés, les intentions, les envies ne se sont pas concrétisées, et finalement c'est le ministère de l'Industrie et le ministère de l'économie et des finances qui a dit non, la taxe carbone, on va pas l'appliquer, ou en tout cas on l'appliquera pas aux plus grands pollueurs, tout simplement parce que on va pénaliser l'économie. Si on pénalise l'économie, on en aura des retombées économiques directement, puisque ça va augmenter les dépenses sociales, etc., etc. Donc là, finalement, comment on arrive à gérer ces contradictions? Et on retombe sur ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles, sur cet affichage où 90% des entreprises du CAC 40 ont effectivement un service développement durable, mais derrière, est-ce que c'est pas de la communication? Et même, finalement, même problématique pour les gouvernements. C'est vrai que le Grenelle de l'environnement, ça avait suscité un formidable enthousiasme de tout le monde, d'ailleurs, des ONG, des syndicats, du MEDEF, des collectivités, des entreprises. Dernièrement, on a eu un exemple avec l'obligation de faire un rapport de développement durable. L'obligation devait s'appliquer à toutes les entreprises de plus de 500 salariés. Et finalement, ça avait été acté en concertation dans la gouvernance à 5 avec les syndicats, le MEDEF, etc. Et le MEDEF est revenu à la charge derrière en disant non, 500 c'est trop peu, il faut que le seuil soit à 5000 salariés. Donc ça ralentit le processus législatif, etc. Et aujourd'hui, en effet, le projet de loi est en train de circuler, on est à 5000. Donc voilà, malgré le fait que tout ait été concerté, décidé auparavant, le poids des lobbies souvent fait que malheureusement, on remet en question les choses et de fait, il y a un décalage permanent entre les paroles et les actes. Et c'est peut-être ce qui nous déçoit dans le fonctionnement politique. Aujourd'hui, on voit qu'il y a ce décalage permanent. S'ajoute à ça parfois une préoccupation pour des sujets secondaires. On a l'impression qu'on n'a pas tellement envie de se préoccuper des vrais enjeux sociaux, écologiques, économiques. Donc c'est un peu... C'est vrai, la responsabilité du politique de ce point de vue-là et des lobbies est assez importante. Pour les voir à l'œuvre à Bruxelles, je confirme que... Et pour reprendre la question d'Héloïse, comment on va arriver à concilier finalement une économie qui soit vraiment durable avec une économie classique? C'est pratiquement la problématique que vous aviez posée pour cette conférence, c'est-à-dire et le business dans tout ça. Déjà, il y a une coexistence qui marche plutôt bien entre économie classique et économie sociale. Il y a aussi des passerelles qui se créent. On voit une banque concurrente, le Crédit Agricole, qui fait des partenariats avec la Grameen Bank pour développer le microcrédit. Danone s'y met aussi pour développer de nouveaux modèles économiques en Inde notamment. Ça ne marche pas toujours très bien, mais il y a des tentatives de passerelles entre ces deux mondes. Une tentative de rendre l'économie un peu plus sociale, un peu plus solidaire. Alors après, ça génère des débats, parce que dans l'économie sociale, on dit, mais c'est du vernis, parce que l'activité économie sociale de Danone va peut-être représenter 0,01% de son activité globale. Donc ça suscite des débats, des méfiances, etc. Mais quand même si on peut critiquer le développement durable mis à toutes les sauces, c'est quand même un mouvement positif, je pense. Je faisais de la provocation tout à l'heure en disant que le développement durable ne fonctionne pas. C'est en partie vrai, mais il y a quand même des alternatives qui se mettent en place. Les réseaux d'économie sociale se structurent, même s'ils étaient structurés depuis plus d'un siècle. Les coopératives quand même existent, sont visibles,
même si elles reviennent aujourd'hui sur le devant de la scène. Mais il y a aussi de nouveaux acteurs qui se structurent, comme les entreprises sociales aujourd'hui. Donc tout ça est plutôt positif. Il y a une économie avec des préoccupations avant tout sociales et environnementales, qui veulent donner une finalité sociale à l'argent, qui se structure et qui se développe. Justement, vous parlez de vernis. Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est plutôt dans un fonctionnement, on essaie plutôt de guérir finalement les problèmes qui sont engendrés par l'économie d'aujourd'hui, mais qu'on ne remet pas vraiment en cause les fondements même de l'économie? Est-ce que vous pensez que finalement c'est suffisant et que, donc justement, vous parlez du fait de mettre l'argent au service de l'humain et pas à l'inverse? Mais aujourd'hui, il semblerait que finalement on ne soit quand même pas arrivé à ce point-là et que ça reste finalement l'argent qui guide le fonctionnement des entreprises. Donc, pensez-vous finalement que c'est suffisant d'instaurer une politique de développement durable dans une entreprise qui continue pour autant à viser en priorité de faire du profit? Qu'en pensez-vous? Non, c'est vrai que à mon sens, c'est pas suffisant. On ne peut pas avoir d'un côté le vernis communication durable sans que ça ait un impact sur le business. Alors, il y a des entreprises qui sont durables par nature, je veux bien le croire, mais on peut difficilement envisager que ça reste à l'état de communication ou de déclaration de principe. Alors ça progresse de ce côté-là aussi, mais c'est vrai que la remise en question des modèles économiques reste marginale. J'écoutais une consultante qui a créé un cabinet de conseil qui s'appelle Utopie, c'était la première consultante en développement durable en France, qui disait, quand elle accompagne ses clients, bien souvent, ils butent au moment où on commence à remettre en cause le business. Parce qu'on mène une analyse avec eux, ils se rendent compte qu'une partie de leur business n'est pas durable, mais c'est à ce moment-là où ils se braquent et ils disent non, là, il faudrait que je me remette en question, et c'est pas possible. Ça revient à dire parfois, si je sacrifie le business ou si je le remets en question, ça va créer du chômage, de la destruction d'emplois, etc. Donc on se heurte souvent à ces arguments et à cette frilosité. C'est vrai que le business aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il est remis véritablement en question. Ensuite, c'est peut-être, il faut attendre que la nouvelle génération de cadres et d'employés ait le pouvoir, qui est beaucoup plus sensibilisé grâce à des parcours responsabilité globale, à des enseignements spécifiques. Et je pense qu'il y a aussi un effort au niveau des formations, peut-être, puisqu'on est à Audencia, parlons-en. Souvent, dans les entreprises comme dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs, le développement durable, c'est un enseignement à part ou une option. Et c'est vrai qu'on pourrait être tenté de dire, ce serait bien que le développement durable aille polluer l'ensemble des disciplines. On pourrait souhaiter que la finance aujourd'hui soit plus enseignée de la même manière qu'il y a 2 ans. Pareil pour le marketing. Alors je ne sais pas, c'est en marche, peut-être à EDF. Je peux pas répondre pour mes collègues, mais c'est une des questions. Enfin, c'est une des questions sur lesquelles on vous interrogeait, c'est-à-dire que vous, avec votre regard rétrospectif et votre engagement en faveur du développement durable, il y a une dimension critique dans les organisations. Audencia en est une, et je pense qu'on a tous besoin d'évoluer. Donc, en ce sens, il faut pas hésiter à formuler ces remarques. Ouais. Donc justement, avez-vous finalement des suggestions, peut-être de changements au niveau justement donc des formations, notamment des formations en école de management? Avez-vous des suggestions à faire qui pourraient faire que justement on change finalement à la base la vision de l'économie? Je ne me permettrai pas de proposer une réforme des enseignements. Si, c'est possible. J'en ai pas les compétences. Quelques suggestions peut-être. Non, par expérience personnelle, j'ai fait la majeure marketing produit, qui était tout à fait intéressante, etc. Mais c'est vrai que j'étais un peu frustré à un moment donné en apprenant le marketing, d'apprendre des techniques, de les voir appliquées dans des entreprises, mais sans que la dimension sociale, solidaire ou environnementale soit réellement prise en compte. Et par expérience professionnelle, pour avoir fait des stages dans la grande distribution,
à un moment donné, j'ai ressenti une frustration entre les techniques de marketing et puis derrière le produit. Enfin, je faisais du marketing pour des shampoings. On ne se préoccupait pas du tout de ce qu'il y avait dans le shampoing. Enfin, l'ingénierie et le marketing étaient deux fonctions bien séparées. Et puis on s'aperçoit un beau jour qu'on exploite de l'huile de palme en Amazonie qui contribue à la déforestation, qui n'est pas certifiée. Donc voilà, c'est plus par ce biais expérience personnelle et professionnelle que j'ai ressenti une frustration. Ensuite, est-ce que ça montre bien que les enseignements aussi doivent évoluer en même temps que les entreprises. Alors de là, faire des recommandations, je n'ai pas encore très bien réfléchi au sujet, mais on peut peut-être ouvrir... il y a d'autres économistes que ceux auxquels on fait appel souvent. Il y a beaucoup d'économistes qui n'avaient pas prévu la crise. Il y en a quelques-uns qui semble-t-il, l'avaient prévu. On peut se pencher du côté de Paul Jorion, de Frédéric Lordon, etc., qui ne sont pas, enfin, je pense, pas très enseignés dans les écoles de commerce. Ça peut être intéressant de confronter d'autres visions de l'économie, de la finance. Et puisqu'on joint l'économie et le développement durable, et vous avez évoqué la question tout à l'heure, pour parler d'un changement de paradigme. Donc la question qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce qu'il ne faut pas totalement changer de paradigme, et est-ce que la solution, c'est pas la décroissance ? Parce que je vous dis ça parce que je me souviens d'une interview de Daniel Cohn-Bendit un jour où un journaliste lui posait la question du programme écologique. Et là, il est parti dans un grand éclat de rire, enfin comme il sait bien le faire, et il a répondu écoutez, si je vous dis mon programme écologique, on n'aura aucune chance de s'assurer un minimum de victoire aux élections. Donc je ne peux pas vous le dire. Mais en fait, ce qu'il avait en tête, c'était bien ça, c'était de dire la première mesure écologique, c'est d'abord de ralentir la croissance. C'est le graphique que vous nous montriez sur une corrélation très étroite entre finalement la consommation des énergies non renouvelables et puis la croissance économique. Alors est-ce que c'est ce que vous avez en tête ? Alors décroissance ou croissance, je pense que là, enfin, j'aurais tendance à dire là n'est pas la question, en partant du principe que la croissance et le PIB qui la mesure est un indicateur imparfait. Est-ce que la décroissance est un indicateur meilleur ? Je ne sais pas. On travaille beaucoup en ce moment à la redéfinition des indicateurs. Il y a l'indicateur de prospérité véritable. J'ai lu ça il y a quelques temps. Il y a Stiglitz qui a fait pas mal de travaux sur le sujet. Donc on est en train de réformer aussi la pensée et les indicateurs de mesure. Alors ensuite, il faut un changement vers plus de durabilité, d'intégration du social, de l'environnement, de la solidarité. Après que ça se traduise par de la croissance ou de la décroissance, je pense, enfin peu importe à la limite. Après, à côté de ça, bon, c'est peut-être une manière un peu facile de contourner le problème. On voit qu'on continue à peser sur les ressources, que les ressources sur une planète finie ne sont pas infinies. Donc il y a une équation à un moment donné qui doit être résolue. Stéphane Hessel, dans son ouvrage Indignez-vous, donne une indication, enfin je ne m'en souviens plus exactement, mais une indication qui est de dire le produit intérieur brut, enfin, le PIB, est infiniment supérieur aujourd'hui en France à ce qu'il était au sortir de la guerre. Et donc finalement, on fait moins bien avec plus. Donc, pointant du doigt les inégalités, pointant du doigt une surutilisation des ressources naturelles, l'idée de la décroissance, c'est pas forcément une idée qui est idéologique. C'est simplement l'idée de dire, si on a beaucoup d'inégalités, beaucoup de richesses, pourquoi est-ce qu'on les répartirait pas mieux ? Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Ah oui, je suis pour la décroissance de la cupidité, des inégalités, et pour la croissance du bien vivre, du bien-être ensemble, etc. C'est vrai que le concept peut être séduisant de ce point de vue-là. Ensuite, je pense que ça fait un peu peur, non, de parler de décroissance. À mon avis, ça fait très dans peur. Une école de commerce, d'autant plus. Bon. Je veux dire, personnellement, je n'ai pas statué sur la question. Dans la décroissance, il y a des choses intéressantes.
Je pense à des économistes comme Serge Latouche, qui pose la question de la décroissance et qui va en sa faveur, mais tout en étant mesuré. Et, il y en a d'autres qui sont un peu plus radicaux et qui demandent la décroissance à tout prix, par réaction à l'excès de la croissance aussi. Donc un excès pour un autre, mais il y a peut-être une décroissance raisonnable. Il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Edgar Morin parle de métamorphose. Donc ça rejoint l'idée de il faut changer, il faut évoluer. Ensuite, que ce soit décroissance ou croissance, on pourra le mesurer après coup. C'est un sujet sur lequel je suis peut-être pas tout à fait compétent. Vous disiez que peut-être que le mot décroissance ferait finalement peur aux gens. Et justement, donc peut-être que même si la décroissance serait rationnellement la chose la plus évidente à faire, ce n'est pas vraiment réalisable car les gens ne sont pas encore prêts à accepter cette idée. Et donc justement, je fais un lien un peu tordu, mais vous êtes très engagé dans le domaine justement de l'écologie. Mais avez-vous pensé finalement à l'engagement politique pour peut-être justement essayer d'influencer au lieu de finalement influencer, enfin d'essayer de résoudre les problèmes engendrés par l'économie, d'influencer directement les mentalités et d'agir plus sur le fond du problème. Donc avez-vous pensé à l'engagement politique et pensez-vous que l'engagement politique est un bon moyen justement de s'engager contre les inégalités et pour l'écologie? Alors pour le moment, j'y ai pas pensé. C'est vrai que l'engagement politique peut paraître, à certains égards, enfin ça peut paraître comme un bon levier pour essayer de faire changer les choses au plus haut niveau, etc. Bon, je suis pas tout à fait convaincu pour le moment. C'est peut-être l'exemple qui est donné par le pouvoir, par les conflits d'ego plutôt que les conflits d'idées, par les ambitions et les ambitieux plutôt que les idées. Peut-être que ça refroidit un peu. Ensuite, est-ce qu'il faut... c'est bien de s'engager aussi dans ce sens-là, je pense, même si je n'ai pas d'expérience personnelle. On peut faire changer peut-être les choses dans la politique comme on peut le faire dans l'entreprise aussi. Tout engagement est bon à entreprendre, hein, je pense. Ensuite... j'ai tendance pour le moment à penser que dans l'associatif, à mon niveau, je suis plus efficace dans l'associatif que dans la politique, parce qu'on peut mettre en œuvre rapidement des choses très concrètes, avec peu de moyens et sans se heurter à des murs, à des conflits de personnes, même si ça existe aussi dans le milieu associatif. Hein. Mais... D'une certaine manière, vous êtes le pendant de Stéphane Hessel, c'est-à-dire que lui est optimiste, et lui, vous êtes pessimiste par raison, par les organisations, les organisations nationales et supranationales, non? Est-ce que je me trompe? C'est vrai qu'à certains égards, Stéphane Hessel est beaucoup plus enthousiaste que peut l'être une partie de la jeunesse et peut-être moi aussi. Je crois que la jeunesse pense un peu comme vous, hein, qu'elle est plutôt... enfin, les études montrent qu'il y a un désintérêt des générations actuelles, des jeunes générations, pour les questions politiques. Alors que, historiquement, il y a un engagement fort. Par exemple, au moment de mai 68, et dans la continuité de mai 68, il y avait un engagement fort en faveur de la politique. Ce qui est moins le cas aujourd'hui. Est-ce que vous reconnaissez, finalement, comme représentant de cette génération d'aujourd'hui, finalement plus intéressée par l'action, même si elle est plus petite, à une plus modeste échelle, que par le projet qui, lui, il faut bien le reconnaître, se traduit rarement par des actions concrètes et par des mesures? Oui, je pense que c'est une tendance générale, même s'il y a pas mal de jeunes qui s'engagent, il y a des espoirs qui parfois peuvent être suscités par des nouveaux mouvements. Je pense à Europe Écologie, ça crée quelque chose de nouveau quelque part, le fait que des associatifs et des politiques se regroupent, etc. Moi, personnellement, je vois ça d'un œil sympathique, même si je ne m'y engage pas. Je pense que ça peut susciter un regain d'intérêt pour la politique, en dehors des structures, des vieilles structures. Stéphane Hessel s'est porté candidat à Europe Écologie, en position à titre symbolique aux élections municipales. Et il disait, moi qui ai toujours été socialiste et fervent partisan du PS, je pense qu'il faut des Verts un peu partout, il faut un mouvement impertinent quand il le faut, et c'est pourquoi il nous dit je rejoins Europe Écologie. Donc,
lui, il a fait, pourquoi pas les jeunes qui pourraient le souhaiter et se retrouver dans un mouvement comme celui-ci. Il va y en avoir sûrement d'autres. Je crois que Lucie a des questions à vous poser. Voilà, justement, je voulais vous poser la question justement sur les partis écologiques. Est-ce que vous pensez que les partis écologiques doivent rester dans l'opposition pour influencer les politiques, ou au contraire doivent viser le pouvoir pour faire changer les choses? Ou alors est-ce qu'il doit y avoir un pôle écologie dans chaque parti? Comment est-ce que vous voyez l'engagement écologique en politique? Alors quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Yves Pacalet, qui a accompagné le commandant Cousteau, c'était la plume du commandant Cousteau pendant un certain nombre d'années, dit il faut que l'écologie aille polluer tous les partis. Et je pense qu'il a raison, parce que l'écologie dans un parti, d'ici qu'elle remporte une victoire et qu'elle soit aux manettes, c'est peut-être pas évident. Le but du jeu, c'est que tout le monde s'empare du sujet, tout le monde fasse de l'écologie. Et d'ailleurs, on le voit, il y a des personnalités engagées dans l'écologie dans d'autres partis que uniquement celui des Verts. Il y a une tendance actuelle alors, est-ce que c'est par opportunisme? C'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça devienne trop consensuel et donc que ça décrédibilise totalement tout ce qui est l'écologie et le développement durable? Le développement que durable. ce soit partout. Parler de développement durable aujourd'hui, c'est facile, et c'est facile parce que justement, comme vous dites, c'est très consensuel. Chacun y trouve son compte. Parler d'écologie, c'est un peu plus difficile, même si chacun sait s'en emparer opportunément. Au-delà des concepts, c'est la réalité de terrain toujours. Je pense qu'il faut apprécier ensuite. Est-ce que le Grenelle est suivi des faits? Est-ce que dans telle ou telle collectivité, les responsables, les décideurs politiques mettent en œuvre des mesures concrètes? Je pense qu'il faut aller au-delà des actes et des paroles et des déclarations. On peut douter de la sincérité de certains partis ou certaines personnalités politiques qui disent s'engager sur le sujet, mais il faut les mettre à l'épreuve des faits. Donc en fait, vous pensez que pour que le développement durable fonctionne vraiment, il vaut mieux que ce soit des initiatives locales plutôt que ce soit des grandes organisations comme par exemple l'OME que propose Stéphane Hessel et d'autres. Que ça fonctionnera mieux en fait si ça part vraiment d'initiatives locales, comme vous l'avez montré dans votre Tour de France du développement durable. C'est vrai, on peut se réjouir dans toutes ces initiatives. Il faut juste préciser ce qu'est le projet OME. Oui, Organisation mondiale de l'environnement. Stéphane Hessel appelle de ses voeux, comme d'autres, cette OME depuis un certain nombre d'années. Ce serait une OME, une organisation qui viendrait en contrepoids de l'OMC et qui, selon Stéphane Hessel, devrait avoir au moins un pouvoir égal à celui de l'OMC, si ce n'est un pouvoir supérieur, pour que l'écologie, l'environnement et par extension le social prennent le dessus et dictent sa conduite à l'économie. On en est loin aujourd'hui. C'est vrai, quand on observe ce qui se passe dans les sommets internationaux, à Cancun, à Copenhague, etc., ça peut être un peu anxiogène, un peu désespérant. Ceci dit, c'est vrai que quand on regarde le terrain, c'est formidable tout ce qui se passe, tous ces gens qui agissent concrètement et qui justement n'ont pas attendu que le temps du politique se mette à s'investir sur ces thématiques. Ces gens-là qu'on appelait utopistes, ces gens-là, ceux que j'ai rencontrés dans le Tour de France du développement durable, qui travaillent dans l'agriculture bio, dans les énergies renouvelables, on les traitait d'utopistes il y a 30 ans. Aujourd'hui, le politique commence à s'intéresser à leurs initiatives et à comment les développer. Donc ils étaient conviés au Grenelle de l'environnement, au Grenelle de la mer, etc. Donc voilà, parfois 10, 15, 20 ans plus tard. Donc heureusement qu'ils n'ont pas attendu le temps du politique pour s'y mettre. Donc oui, je pense qu'il faut croire, et il faut être optimiste dans la capacité du terrain et des initiatives locales à émerger. Mais ça n'empêche pas de militer dans les partis et dans la politique. Il y a sûrement beaucoup à faire.
Je voulais aussi vous demander, à votre avis, quel champ de la vie politique il faut réformer en premier pour que le développement durable devienne beaucoup plus important. Est-ce que c'est le politique ou l'industrie ou alors l'opinion publique et donc les initiatives locales? Quel secteur, quel ministère, Oui, je sais pas. Ou dit autrement, c'est finalement quel est le frein principal, c'est-à-dire. C'est ça. On pourrait dire que c'est les décideurs publics, mais les décideurs publics sont aussi dans des perspectives qui sont les leurs, c'est-à-dire aussi des perspectives électoralistes, et donc ils savent très bien qu'il y a un risque de sanction. Donc finalement, est-ce que la clé de voûte du changement de mentalité, est-ce que c'est pas tout simplement le citoyen, c'est-à-dire nous qui sommes assis ici autour de ces deux tables et le public qui est dans la salle? Est-ce que c'est pas... Ah si, c'est nous. Je pense tout à fait comme vous que c'est nous qui devons avant tout essayer de faire évoluer les choses. Ceci dit, il faut aussi que l'impulsion vienne des grandes structures, des grandes entreprises, du politique, des décideurs, et des médias, qui quand même conditionnent d'une certaine manière les individus et influencent les choix de la société. Donc après, quels acteurs plus particulièrement il faudrait les toucher? Peut-être le ministère de l'Industrie et le ministère de l'Économie, étant donné sa réticence au Grenelle de l'environnement et son lobbying main dans la main avec le MEDEF pour remettre en question certaines choses. C'est peut-être à ce niveau-là que j'irai en priorité. D'accord. Sinon, vous disiez tout à l'heure que le développement durable, ça fonctionnait pas vraiment. Et je voulais savoir s'il y avait, vous exagériez un peu, mais que c'était quand même pas une franche réussite. Est-ce qu'il y a quand même un volet du développement durable entre écologie, environnement, social, qui fonctionne un peu mieux, où on a réussi à avoir plus de progrès que sur d'autres? Alors là, il faudrait une vision globale. Je serais tenté de faire appel à André Sobzak, qui en sait plus que moi sur le sujet. Mais on lui tendra le micro tout à l'heure. Moi, à mon niveau, au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est le social, c'est les valeurs sociales qui sont constitutives quelque part des coopératives qui ont pris le dessus. On peut accuser un retard dans le domaine environnemental, mais c'est le social qui semble être la priorité. Alors ceci dit, est-ce que c'est vrai pour les entreprises non coopératives? Pas forcément. On a l'impression quand même que la thématique environnementale est celle qui est dominante, ne serait-ce que dans la communication autour du développement durable, autour des entreprises. Peut-être parce que c'est l'industrie qui communique beaucoup. Donc elle s'attache à parler des processus de production, de l'amélioration de la façon dont elle produit. J'aurais tendance à dire que c'est l'environnement qui prend le dessus, dans la communication, du moins. D'accord. Ceci dit, la question du social, du handicap, de l'égalité des chances, il y a un bouillonnement autour de ces questions-là. Alors ceci dit, dans le concret, est-ce qu'il y a des réalisations effectives? J'ai l'impression qu'on est loin des objectifs. Je pense à l'objectif de 6% de personnes handicapées dans les entreprises. On en est loin. Donc toujours dans le concret, dans les réalités de terrain, il y a du boulot. Et est-ce que ce sont les pays les plus développés qui sont le plus sensibles au développement durable, selon vous, ou pas? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même énormément d'initiatives dans les pays moins développés. Or, on pourrait penser que c'est quelque chose qui ne devrait pas pas qui devrait pas les intéresser, mais on pourrait comprendre que ce ne soit pas une de leurs priorités, ce soit plutôt le développement et pas forcément le développement durable. Donc est-ce que vous disiez que c'était avec les industries, etc., qui fait que c'est au niveau de la communication que c'est l'environnement qui fonctionne le mieux? Est-ce que en fait, est-ce que les pays les moins développés sont autant concernés? Alors ils sont peut-être victimes du développement non durable plus que nous. Est-ce qu'ils sont plus de créativité et de... Est-ce que c'est une préoccupation de riches, le développement durable?
Souvent les contestataires du développement durable et de ceux qui veulent pas vraiment s'engager dans la dynamique disent oui, en effet, c'est un truc de riche, etc. Pourtant, les problèmes écologiques et les problèmes sociaux, ça affecte avant tout les pauvres. Donc, ça devrait plutôt être une préoccupation des riches vis-à-vis des pauvres, si on peut le dire en simplifiant. Ceci dit, après, la question du développement durable se pose peut-être pas de la même façon chez nous et dans les pays émergents ou en développement. Le développement, c'est une notion très occidentale quand même. Le développement conçu comme accroissement de la richesse, quantitative, productivisme, etc. C'est une vision qui a déteint sur les pays pauvres ou les pays en développement. Mais ceci dit, c'est une vision qui n'était peut-être pas la leur. Donc il y a eu pas mal de dérives dans le développement. C'est ce que dit Stéphane Hessel. Oui, puis c'est ce que vous pointez dans l'ouvrage d'entretien, où effectivement, à un moment donné, vous rappelez que dans la culture asiatique, vous citez d'ailleurs le Japon, la Chine et puis l'Inde. Effectivement, ce sont des cultures qui reposent sur des philosophies que, pour faire court, on peut présenter comme d'humilité de l'homme face à la nature. Et là, vous dites, et effectivement, on est frappé de ça, c'est que finalement, l'aspiration des classes moyennes de ces pays, de ces fameuses classes moyennes qu'on dit émergentes, c'est finalement d'adopter ce qui est un de nos grands travers, c'est-à-dire le modèle consumériste. Et là, c'est ce qui ressort de la discussion. Là, je crois que vous convergez avec Stéphane Hessel sur ce point, où effectivement, ces pays qui pourraient inventer finalement un nouveau modèle, qui ont une base culturelle qui favoriserait la mise en place d'un nouveau modèle, finalement reprennent le modèle consumériste occidental. Ils se sont laissés embrigader quelque part par ce modèle. Et c'est vrai que quand j'entends d'éminents intellectuels, penseurs, dire tant que la Chine et l'Inde ne changeront pas, c'est pas la peine de changer nous-mêmes, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a quand même une responsabilité. Si on n'est pas un modèle, néanmoins on a pu servir de modèle à ces pays-là dans leur mode de développement. Donc je pense qu'il y a une responsabilité qui incombe aux pays, à nos pays prospères, riches, de bouger et de changer même avant la Chine et l'Inde. Moi je constate sur le terrain, pour lier ça à une expérience personnelle, je travaille dans une ONG qui s'appelle INDIBio, l'Institut pour la diversité biologique, avec une exploratrice qui s'appelle Jérôme Pasteur, qui était d'ailleurs la marraine du premier festival du film qu'on a organisé ici à Audencia. Et elle vit et a vécu pendant 25 ans dans une tribu d'Indiens. Chaque année, elle retourne vivre auprès d'eux. Alors quand elle est arrivée il y a 20 ans, c'était des populations qui vivaient de la même manière qu'il y a 2000 ans. Entre-temps, ils ont vécu, et elle a vécu avec eux, le trafic de drogue à une époque, la déforestation, le trafic de bois précieux. Aujourd'hui, c'est le pétrole, c'est l'extraction pétrolière, c'est l'huile de palme qui empiète petit à petit sur la forêt. Donc là, c'est un exemple malgré eux, ces Indiens se retrouvent confrontés au développement, à ce que Jérôme dit, à ce que notre développement est de plus révoltant et de plus injuste. Voilà, donc ils sont obligés de se retrancher toujours plus haut dans la forêt. D'une certaine façon, ils ont été spoliés de leur territoire pour qu'on puisse, d'une part, satisfaire nos besoins liés à notre mode de développement, et puis parce que eux-mêmes, en Amazonie, au Pérou, par exemple, les modes de développement sont sur la même voie que les nôtres. Donc la pression environnementale pèse sur leurs ressources. Voilà, c'est un exemple de modèle non durable et de la façon dont des populations peuvent céder aussi malgré elles. Une dernière question, et puis ensuite on passera peut-être aux questions qui seront posées par la salle. Arnaud ? Oui, alors une dernière question. C'est un thème très actuel, le nucléaire, avec le séisme au Japon. Le nucléaire honni par certains écologistes.
Est-ce que vous pensez qu'on peut se passer du nucléaire? Actuellement, là, demain, on ne pourrait pas s'en passer. Enfin, du moins en France, où on est à, je crois que ça représente 70% de 75% de la consommation d'électricité. C'est sûr qu'il faudra organiser la transition avant qu'on puisse s'en passer. Ceci dit, bon, on en revient toujours au lobby. Est-ce que le lobby de l'électricité nucléaire a pesé pour freiner le développement du photovoltaïque, de l'éolien, etc. On peut le penser. Ceci dit, ça ne doit pas empêcher, de s'y mettre. Et justement, ce qui se passe au Japon aujourd'hui relance le débat. Je pense que c'est heureux et qu'il était temps de se poser la question. Même s'il ne faut pas, dans la catastrophe, dire il faut tout remettre en question à cause de cette catastrophe, mais quand même, ça doit susciter un questionnement et ça devrait peut-être nous inciter à revenir sur certaines décisions du Grenelle qui n'ont pas été adoptées ou qui ont été remises en question. Il y avait des avantages fiscaux sur le photovoltaïque qui ont été considérés comme des niches fiscales et donc qui ont été supprimés. Donc ça freine le développement de ces énergies renouvelables. C'est vrai qu'on pourrait peut-être faire un effort dans ce sens-là. Il y a de la marge. Peut-être pour finir sur une note plus positive et plus personnelle, qu'est-ce qui vous a finalement poussé à vous engager? Est-ce que votre engagement est venu avant Audencia ou à Audencia? Et qu'auriez-vous à dire aux jeunes pour aujourd'hui les pousser à s'indigner et à s'engager? C'est grâce à Audencia que j'ai pu m'engager d'abord dans l'associatif, en créant avec quelques amis cette association AIDOS Développement Durable. Audencia a mis à disposition des moyens pour nous permettre de développer ces projets. Donc ça a véritablement émergé ici. Ensuite, ça s'est développé par ailleurs, souvent en lien avec Audencia, avec les professeurs, avec l'administration. Donc ça, c'est positif. On a dans les écoles de commerce, et plus particulièrement Audencia, des outils pour réfléchir à ces grandes thématiques, à ces crises, etc., et à essayer de trouver des solutions, même s'il faut peut-être le pousser encore un peu plus dans les enseignements. On note que c'est une aspiration profonde chez vous. Mais je pense que ça va rencontrer un écho, puisque comme on a notre spécialiste, notre grand spécialiste local, André Sobjak, qui est là, et je pense que lui reprendra l'argument. Enfin, il aura raison d'ailleurs, on souscrit à la proposition. Ensuite, oui, ce qui est positif, c'est le challenge qu'on a à relever, nous, étudiants ou jeunes diplômés d'Audencia. On a des moyens qui nous sont donnés par l'école, on a une ouverture, parce que quand même à Audencia, on se préoccupe pas seulement de la finance, du marketing ou des ressources humaines, il y a aussi les relations humaines et une ouverture plus globale à ces sujets de société. Donc ça, c'est très positif. Et je pense ce qui est positif aussi, c'est qu'il y a des solutions qui existent et c'est à nous peut-être, futurs managers, décideurs en entreprise, décideurs politiques, si on choisit de s'engager dans ce sens, d'y aller et de pousser ces choses-là. L'économie sociale recrute en ce moment. Les banques coopératives recrutent. Donc il y a moyen de concilier son intérêt pour le business et sa sensibilité pour les aspects sociaux et ou écologiques et ou de réforme de l'économie. Donc tout ça est positif. Et pour prendre un dernier exemple, je pense à l'entrepreneuriat social qui est peut-être quelque chose de très positif pour des étudiants en école de commerce. Aujourd'hui, ce mouvement se structure. Il y a de plus en plus de jeunes diplômés qui trouvent des responsabilités comme premier emploi. Ils sont embauchés dans des entreprises comme gérants de nouvelles entreprises qui se créent. Je pense au groupe SOS, dans lequel j'ai plusieurs amis qui ont été... leur premier emploi, ça a été de gérer le développement d'une entité de conseil en développement durable. Un autre à qui on a confié le développement d'une chaîne de magasins du commerce équitable. Donc voilà, la jeunesse et les jeunes diplômés
ont des pistes positives à emprunter dans ce domaine-là, je pense. Merci, on va passer aux questions de la salle. Alors, on a des micros à disposition, il suffit simplement de se manifester pour pouvoir poser sa question de manière audible. Oui, bonsoir. J'ai une première question sur l'évolution du système coopératif en France ou en Europe ou même dans le monde. Et, donc on voit, vous avez cité tout à l'heure que vous voyez une petite évolution, une tendance. Est-ce que ça prend et quelle proportion ça prend selon vous, cette évolution de l'approche par les coopératives? Alors, en termes d'évolution, c'est vrai qu'il y a une écoute de plus en plus grande par les pouvoirs publics. Alors moi, je travaille de temps en temps à la Commission européenne et on voit qu'il y a un regain d'intérêt pour ce secteur-là. Jusqu'à une période récente, il n'y avait pas vraiment de distinction entre les entreprises classiques, on va dire capitalistes privées par action, et les coopératives. Et avec la crise, ça a permis de faire porter notre message avec une portée plus grande. D'autant qu'il y a pas mal de statistiques qui sont sorties sur la création d'emplois. On voyait que l'économie sociale et les coopératives plus particulièrement continuent à créer de l'emploi quand l'économie classique en supprimait. Donc ça, c'est un argument qui porte et c'est une réalité qui intéresse les décideurs politiques notamment. Il y a aussi, on parlait des activités locales. Souvent, les coopératives sont des entreprises très localisées qui financent l'économie locale, dont les propriétaires sont les citoyens qui gravitent autour. Je pense au modèle des sociétés coopératives ouvrières de production, dans lesquelles les salariés sont leurs propres patrons. Donc là, on parle beaucoup de se réapproprier l'entreprise et l'outil de travail. Il y a dans les coopératives un mode d'entreprendre et de travailler qui est positif de ce point de vue-là, et donc qui peut répondre à ces aspirations. Donc c'est ce qui explique en partie le retour en force des coopératives, même s'il est encore un peu discret, je trouve, parce que les coopératives ont beaucoup de mal à communiquer. Par exemple, la notion de responsabilité sociale de l'entreprise, c'est quelque chose avec laquelle elles sont mal à l'aise, parce que pour elles, la RSE, c'est une création des entreprises privées, des entreprises cotées, et donc c'est un paravent. Enfin, beaucoup le voient sous cet aspect-là. Et pourtant, ce que les coopératives pourraient faire, c'est justement essayer de de s'emparer du concept pour dire, regardez, nous, comment on interprète la RSE. Pour nous, c'est l'emploi local et non délocalisable. C'est la création dans l'environnement, par exemple, de centrales hydrauliques dans des zones qui ne sont pas considérées comme rentables par les entreprises classiques. Donc il y a une responsabilité sociale et environnementale des coopératives qui serait opportune de ce point de vue-là. Mais ça va venir, puisque 2012 est l'année internationale des coopératives. Elle a été décrétée comme telle par les Nations Unies. Donc je pense qu'on va en entendre beaucoup parler dans quelques mois. Il y a plein d'événements qui sont en train de se préparer. Donc, merci. On a une question à droite là-bas. Vous êtes assez critique vis-à-vis des banques, notamment par rapport à la crise financière. Vous travaillez vous-même dans une banque, vous êtes engagé. Pour vous, quelle est la place des banques dans le développement durable, dans ce mouvement? Alors je ferai une distinction. Il y a banque et banque, il y a les banques commerciales classiques, et il y a des banques coopératives qui bien souvent, pendant longtemps, étaient tentées de se rapprocher du modèle classique, mais qui résistent quand même. Je pense au crédit coopératif, à la NEF, au crédit mutuel aussi, je prêche un peu pour ma paroisse, qui sont des banques coopératives.
et qui ont continué à créer de l'emploi malgré la crise, qui continuent à investir dans le local. Par exemple, je prends l'exemple que je connais le mieux, au Crédit Mutuel, les agences, qu'on appelle les caisses locales, sont indépendantes. C'est elles qui choisissent d'attribuer des crédits, des prêts. La décision ne vient pas d'en haut, ce n'est pas le siège qui décide. Et bien souvent, ce qui est spécifique au modèle coopératif, c'est que les clients sont sociétaires, donc sont propriétaires d'une fraction de l'entreprise. Et donc il y a une relation parfois privilégiée entre les commerciaux, les chargés de clientèle et les clients. Et du fait de cette proximité, il y a une sensibilité qui est... on le voit dans certaines études qu'on a pu mener. Il y a une sensibilité accrue et il y a une préoccupation accrue des chargés de clientèle, de l'aspect commercial vis-à-vis du client. Donc par exemple, on développe pas mal de... Et avec la crise, ça a redoublé d'intensité, du microcrédit social. C'est les banques coopératives qui se sont lancées dans le microcrédit social il y a quelques années. Avec la crise, on s'est aperçu qu'une partie de la clientèle qui était exclue du crédit avait pourtant des besoins. C'est tout bête, hein, ça va du financement d'une machine à laver à un prêt de 2 000 ou 3 000 euros pour contribuer au financement d'une création d'entreprise. Les banques coopératives ont répondu présent sur ce sujet-là, et elles ont été fer de lance sur le microcrédit. Donc il y a des spécificités comme ça. Et au niveau de l'environnement ? Au niveau de l'environnement, je pense que la différence est moins marquée. C'est vrai que l'environnement au niveau de la banque, c'est un sujet, j'ai l'impression, qui a été un peu mis de côté. Bien sûr, on en parle, on économise le papier, on fait des relevés de compte en ligne plutôt que sur papier. Bon, c'est important, hein, ça représente des tonnes, des milliers de tonnes de papier, c'est important. Ceci dit, l'enjeu aujourd'hui, c'est de financer véritablement la croissance verte ou la décroissance verte. C'est de faire de l'investissement socialement et environnementalement responsable. C'est de financer les projets des particuliers, les éco-prêts à taux zéro, etc. Donc c'est vraiment sur les produits de financement des projets environnementaux que la banque, à mon avis, doit être attendue de pied ferme. Et c'est là que porte sa responsabilité, avant tout. Et là, c'est vrai que les banques s'y mettent, mais c'est peut-être assez frileux. D'autres questions dans la salle ? Une question au premier rang. Alors j'aurais voulu savoir, parmi toutes les solutions concrètes que vous avez pu observer, laquelle ou lesquelles vous ont semblé les plus susceptibles de dépasser le stade d'initiative locale pour être étendues, et donc lesquelles sont pour vous les plus porteuses d'espoir pour l'avenir ? Tout à l'heure, je parlais du groupe SOS, qui a été créé il y a 15 ans. Au départ, c'était des associations de réinsertion de personnes en difficulté, des toxicomanes, des SDF, des chômeurs, etc. Aujourd'hui, ils ont fait évoluer leur modèle en créant des entreprises qui appartiennent à ces associations, mais qui financent en partie l'activité de ces associations. Donc là, on a un exemple d'entreprise dont les profits sont réinvestis directement dans des activités sociales. Ça, c'est un exemple que j'aime bien parce qu'ils sont partis de zéro, ils sont aujourd'hui 3000 salariés, ce qui est pas mal. C'était au départ une initiative Île-de-France. Aujourd'hui, ils se sont étendus dans pas mal de régions. On les trouve à Marseille, à Nantes, je crois. Donc c'est un exemple parmi d'autres d'initiatives locales et mineures au départ qui tend à se développer et qui attire d'ailleurs de plus en plus de diplômés d'écoles de commerce. Dans d'autres domaines, l'agriculture bio via les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, ça c'est un modèle, je pense, d'avenir qui se développe pas mal en ce moment. C'est tout simplement les circuits courts.
C'est moi, en tant que consommateur, je vais m'approvisionner directement auprès de mon agriculteur. Et je pense que ça, c'est un sujet porteur, notamment dans le contexte de crise agricole, dans laquelle les revenus des agriculteurs sont compressés. Et donc, ils trouvent là, dans la relation directe avec le consommateur, de nouveaux moyens de se développer, de se passer de la grande distribution, donc de faire une marge plus élevée tout en proposant des prix plus attractifs pour le consommateur. Aujourd'hui, les AMAP, il y a des listes d'attente. Je sais qu'à Nantes, c'est quelque chose de très développé, mais il y a aussi des listes d'attente. La plupart des AMAP ont entre 50 et 100 clients, et elles ont une centaine de personnes qui attendent, qui voudraient s'inscrire, qui voudraient bénéficier des produits de ces AMAP et qui ne le peuvent pas. Donc il y a une demande, et il y a sûrement, pour les agriculteurs aujourd'hui, un moyen de se reconvertir de manière positive dans ce domaine. D'autres initiatives, je pense au commerce équitable. On a reproché au commerce équitable souvent de ne pas résoudre la question, de se préoccuper d'enjeux sociaux sans résoudre la question écologique, en disant c'est bien joli, mais on va chercher des produits à 6000 km de là, parce que l'impact du commerce équitable en termes sociaux est indéniable, et c'est très positif de ce point de vue-là. Mais ces critiques ont amené par exemple Tristan Lecomte, qu'on voit ici, donc le fondateur d'Alter Eco, qu'on connaît bien, je pense, pour étudier le cas à Audencia. Lui s'est lancé dans le commerce équitable Nord-Nord, c'est-à-dire qu'il accompagne des coopératives agricoles investies dans l'agriculture bio à se développer. Et il achète leur production à un prix en moyenne 6 fois plus élevé qu'au prix du marché, en gros. Donc là, il y a un nouveau modèle aussi de commerce éthique au sein même en France et des pays riches qui se développe. C'est tout récent, ça a été lancé il y a 3 mois, cette initiative. Mais je pense que c'est aussi un moyen d'aider à lutter contre la crise agricole. Voilà, après, il y a des modèles plus ou moins généralisables, l'économie circulaire dont on parlait tout à l'heure. Il y a de plus en plus d'entreprises qui se rendent compte que leurs déchets ou que les déchets des produits en fin de vie peuvent être utilisés dans d'autres activités. Je pense au groupe Arjowiggins, fabricant de papier, qui a des usines au Danemark. La chaleur et les rejets de ces usines sont réutilisés pour alimenter la ville à proximité, en énergie, en chauffage, etc. Donc il y a des exemples d'économie circulaire comme ça qui se développent. Donc ça, c'est quelques exemples qui ne peuvent que nous enthousiasmer, je pense, et nous donner envie de nous y investir. Merci. D'autres questions ? Juste devant. Moi, j'ai une question concernant, si on peut bien dissocier la notion de croissance et de développement durable. Je ne vois pas trop comment la décroissance pourrait mener au développement, en particulier pour les pays émergents. Souvent, c'est vrai que quand les théoriciens de la décroissance parlent de décroissance, ils parlent de décroissance globale, donc de réduction de l'impact sur l'environnement, mais souvent ils désignent les pays riches et les pays en forte croissance comme les responsables. Et ils modulent leurs propos en disant, bien sûr, on ne demande pas la décroissance des pays qui sont déjà... qui ne connaissent pas la croissance ou qui sont déjà très pauvres et qui ont besoin justement de richesse et de se développer. Donc je pense il faut nuancer un peu le propos. La décroissance pour certains, la croissance pour d'autres, on devrait pouvoir trouver un équilibre et peut-être une justice sociale. Je crois que le terme décroissance, c'est surtout un terme un petit peu polémique, en fait, qui consiste à dire, finalement, pourquoi est-ce qu'on doit rechercher la croissance à l'échelle de l'histoire économique. La croissance, c'est un épiphénomène qui a duré 30 ans et qui a
été démarré à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc il a duré 30 ans, on vivait avant, on vivra après. Et puis comme le disait Gilles dans sa présentation, il y a effectivement de la croissance dans les pays développés, comme ce qu'on connaît en France depuis 20 ans, qui ne génère pas d'emploi. Donc finalement, l'idée de la décroissance, c'est plutôt de dire il n'est pas nécessaire de produire toujours plus. Alors, avec ce qu'on produit, en maintenant notre niveau de production, on peut le répartir. Enfin, je parle sous votre contrôle, hein, Gilles. Mais, oui, et puis on peut décroître aussi, c'est-à-dire utiliser moins d'énergie et de ressources pour produire autant. Il y a un théoricien et un praticien qui parle de facteur 4, voire de facteur 10, c'est-à-dire on peut diminuer par 10 ou par 4 notre consommation de ressources tout en étant 4 fois ou 10 fois plus heureux, sans changer radicalement notre mode de vie, justement par des efforts, par de l'économie circulaire, la réutilisation des déchets dans d'autres productions, par la technologie aussi, bien que je pense qu'il ne faut pas se laisser enfumer non plus par l'argument la technologie nous sauvera, parce que bon, on n'a pas l'impression que ce soit la tendance. Puis il ne faut pas que ça nous évite non plus de nous remettre en question. Et c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention à l'argument bon, la décroissance pour les pays pauvres, c'est scandaleux. Enfin, c'est scandaleux de parler de décroissance parce que ça veut dire décroissance pour les pays déjà pauvres. C'est souvent un argument utilisé par les tenants de l'ordre actuel, quoi. Il ne faut rien changer. Non, ne parlez pas de décroissance, puisque ça veut dire décroissance des gens qui sont déjà pauvres, ça va affecter les pauvres, etc. Faut qu'on puisse, nous, pays riches, se remettre en question et rechercher peut-être un équilibre. Y a-t-il des questions encore? Peut-être un commentaire d'André Sobjak? Merci. Moi, j'étais plus venu pour écouter que pour pouvoir parler. Et effectivement, c'était un plaisir de recevoir Gilles ici. Et moi, ce que je me pose comme question, c'est effectivement comment les écoles, et Audencia en particulier, peuvent contribuer à ce que effectivement, de plus en plus de nos étudiants et de nos diplômés s'engagent comme Gilles et comme d'autres. Je pense que votre exemple montre effectivement qu'en tout cas, on n'a pas empêché un tel engagement, ce qui est déjà pas mal. Parce que c'est vrai que souvent, en première année, on voit beaucoup d'étudiants qui ont beaucoup de projets et beaucoup d'initiatives. Et on peut parfois, en fait, en tant que professeur, se dire que tout au long de la scolarité, on voit plutôt un désengagement petit à petit. Peut-être, effectivement, à travers des stages, vous confrontez plus à la réalité et peut-être vous perdez parfois un petit peu cet enthousiasme. Donc, je me demande effectivement comment nous, on peut essayer de contribuer à maintenir cet engagement, voire le renforcer. Alors, on essaye de le faire en vous donnant effectivement beaucoup de possibilités de vous engager dans vos associations, dans les cours, dans les projets, mais aussi, je pense, en essayant de donner nous-mêmes l'exemple. Vous savez qu'Audencia est une école qui elle-même s'engage aussi assez fortement dans ce domaine. On n'en parle pas toujours, peut-être pas toujours bien, peut-être pas encore assez, mais vous savez que l'école a signé un partenariat avec le WWF. Vendredi cette semaine, on va signer effectivement une feuille de route pour les 2 prochaines années en fait, avec le WWF. On va le rendre public bientôt, où l'école va prendre un certain nombre d'engagements très concrets. Alors on peut se dire que ce n'était pas encore assez, c'est allé trop lentement, mais en tout cas il y a une vraie volonté, notamment par rapport à ce que vous avez dit sur le fait que les enjeux de la responsabilité globale doivent être repris dans tous les cours. On va prendre l'engagement que dans 3 ans, 10% de tous les cours, marketing, finance, comptabilité, seront consacrés à la responsabilité globale. Et que aussi 10% des stages porteront sur un aspect de la responsabilité globale. Ce sont quand même des engagements assez forts. Alors, j'espère qu'on pourra le tenir. Mais c'est peut-être aussi, effectivement, en montrant effectivement qu'on a une direction générale qui est elle-même engagée, on a des profs engagés, on a des étudiants engagés, qu'on espère, en fait, à travers cette exemplarité, de vous montrer aussi que vous devez aussi nous soutenir dans ce type d'engagement. Donc, encore une fois, bravo, en fait, à Gilles et aussi aux autres étudiants. Et on espère qu'on aura encore plus loin tous ensemble.
Merci André. Oui, effectivement, on peut dire que c'est la somme des petits riens qui mis bout à bout, finissent par entraîner de véritables évolutions. Alors, le mot de la fin, Gilles. Le mot de la fin, je vais terminer sur une note positive, parce que c'est vrai que mon exposé au début était un peu pessimiste. On avait perçu la touche provocatrice. Oui, provocatrice aussi, oui. J'aimerais dire engagez-vous, et ça peut être le nouveau mot d'ordre pour nous tous. Ça pourrait être aussi vive l'avenir. Alors vive l'avenir, c'est le nom de la nouvelle organisation que j'ai montée avec quelques autres, quelques étudiants et jeunes diplômés, pour justement développer le dialogue intergénérationnel sur ces questions-là. Et donc je pense qu'on rejoint là ce que vous disiez tout à l'heure, l'opti-pessimisme. Il faut être réaliste et peut-être pessimiste quant à l'ampleur des enjeux, mais il faut aussi se dire qu'on a de formidables ressources et qu'on n'a peut-être pas exploité encore toutes les ressources du cerveau humain, comme dit Stéphane Hessel, et que cet être-là, il est capable de bousiller pas mal de choses, mais aussi de créativité et de faire pas mal de choses très positives. Donc on a essayé d'explorer quelques pistes, il y en a bien d'autres. Je pense qu'il y a matière à s'engager professionnellement, personnellement et dans le milieu associatif, pourquoi pas en politique. Il y a plein de formes, il y a de multiples formes d'engagement. Et tout ça, c'est très positif pour nous, jeunes générations et moins jeunes générations d'ailleurs. Voilà, on a des défis à relever et on a les moyens et les ressources pour les relever. Donc, tout ça est positif. Merci Gilles, merci de votre venue ici. Bravo pour votre parcours, puisque vous êtes tout jeune, vous avez 25 ans, c'est ça? Bravo pour votre parcours et donc un exemple à suivre pour beaucoup d'étudiants de l'école, et pas seulement pour les étudiants. Enfin, moi je suis assez impressionné par toutes vos réalisations. Je crois qu'à 25 ans, je ne pouvais pas en dire autant, loin de là. Voilà, donc bravo, merci. Merci au public d'avoir été réactif, puisque les invitations sont parties très tard. Et puis merci à l'organisation, je pense à Axel et à Frédéric. Et puis merci aux étudiants d'Iségoria d'avoir préparé un peu dans l'urgence la venue de Gilles. À bientôt, bonne soirée.